savoirs issus de la recherche. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas en co-construction ou en collaboration qu'on n'est pas pour autant en train d'apprendre. Mais ça, c'est la conception classique. Et puis la conception, sans doute plus moderne, et qui est davantage ascendante, c'est celle qui va de la formation vers la recherche. Et là, c'est ce que Christophe vient d'évoquer, c'est la formation collaborative, lieu de co-construction de savoir, voire de données nouvelles qu'on récolte dans le cadre d'une recherche en devenant vraiment un partenaire en tant qu'enseignant ou co-formateur d'une recherche. La conception est plus ascendante, a priori plus réflexive, elle est moins confortable parce que cette manière de former, évidemment, les enseignants, ça demande beaucoup plus de temps, ça demande beaucoup plus d'implication de la part du formateur. La relation entre recherche et formation étant constamment interrogée et non pas perçue à ce moment-là comme une évidence préalable déjà posée. Donc il y a a priori, c'est le postulat que je pense qu'on partage, qu'il y a a priori une circulation bidirectionnelle possible des savoirs. C'est d'ailleurs le titre d'un des articles de la revue Transposition que j'évoquais tout à l'heure, signé par nos collègues Pellepoix, Richard et Le Cavalier. Alors, dans les faits, la diversité des types de formation est plus grande que les deux modèles un peu simplistes que je viens de présenter. Et pour essayer justement de réfléchir à cette catégorisation, je me suis dit, quels seraient les critères de catégorisation? Il y a les types de contenus qui peuvent varier. La formation peut porter sur des savoirs théoriques, je vais donner des exemples, des analyses de pratique, d'élèves ou d'enseignants ou des deux, des outils didactiques, et ça peut aussi être une formation vraiment à la méthodologie de la recherche. En tout cas, en formation continue, pour nous, c'est très important. Un autre critère de classement, c'est le rôle accordé aux formés. Est-ce qu'on les met en position plutôt de réception, plus ou moins active, plus ou moins passive? Est-ce qu'on les met en position d'expérimentation, de simulation par isomorphisme de certaines pratiques? Est-ce qu'on les met carrément en situation de production? On peut faire les trois, bien sûr, mais ce sont quand même des types de formation qui peuvent être assez différents. Le type d'intervention du formateur, est-ce qu'il est là dans un rôle de maître, celui qui sait et qui transmet? Pourquoi pas, hein, ce n'est pas exclu. Est-ce qu'il est animateur et dans une dimension à ce moment-là plus horizontale? Est-ce qu'il est carrément dans un rôle d'accompagnateur? À ce moment-là, ça veut dire beaucoup de rétroaction, beaucoup de travail sur le terrain, beaucoup plus de temps consacré aussi au travail avec les personnes que l'on forme. Et puis le statut accordé aux recherches. Est-ce que les recherches sont considérées comme les sources d'un savoir déjà constitué? Ou bien est-ce que c'est carrément les recherches mêmes auxquelles on va donner accès à travers la formation en formant à des connaissances de recherche? Est-ce que c'est des ressources au contraire qu'on va discuter, éventuellement remodeler, remettre en question? Ou bien est-ce que la recherche, elle est un horizon, quelque chose qu'on va essayer de développer en développant un projet avec les personnes? Donc, vous voyez, ces quatre critères-là permettent d'imaginer toute une typologie bien plus complexe que celle que je vais vous présenter maintenant, des types de formation axés sur des recherches. Alors moi, j'en ai retenu 5. Voilà. Je vais vous en présenter 5 très brièvement, en vous présentant chaque fois d'une façon brève, en une diapo, le scénario de la formation, et puis en chaque fois en m'interrogeant, mais qu'est-ce qu'il y a là derrière? Le premier type de formation, c'est les formations peut-être les plus classiques qui soient, surtout en formation initiale, c'est les formations centrées sur les savoirs disciplinaires, et je ne vous donnerai que des exemples que j'ai vécus, hein, donc des choses que j'ai faites. Forcément pas en dire du mal. Donc voilà. Le premier, c'est le cours de théorie littéraire que j'ai donné pendant plus de 25 ans à l'Université de Louvain, à des étudiants de bachelier. Voilà la table des matières, je ne vais pas vous la détailler, il y a un bouquin qui était lié à ça. Vous voyez, voilà, il s'agit d'initier à la notion de littérature, dans sa complexité, dans ses différentes définitions, à la notion de genre littéraire, et puis les trois grands types de textes, le texte poétique, le texte dramatique, le texte narratif, et de s'interroger sur la manière dont ce travail sur la connaissance des textes et des typologies de textes permet de développer une analyse des lectures. Voilà. C'est en gros le scénario de cette formation. Et de quoi s'agissait-il? Hop, ça va trop vite, une fois de plus. Voilà. Alors, ce type de formation, c'est des formations longues. C'est des 13 séances de 2 heures, des exposés qui étaient illustrés par de nombreux exemples et des extraits de texte, mais qui débouchaient sur une production finale. Les étudiants devaient produire un travail, un petit travail, où ils répondaient à une question de recherche à l'aide de lectures. Un petit travail de 3 à 4 pages, où ils devaient s'approprier les lectures théoriques qui avaient été présentées au cours et en faire se poser une question de recherche à propos de ces lectures théoriques pour confronter les lectures. L'intérêt, c'est que c'est une formation qui m'a semblé, enfin là, je mets des guillemets parce que c'est une notion à interroger, riche, qui visait en tout cas à nourrir l'esprit, avec un déroulement évidemment préconstruit, la table des matières était en gros la même chaque année, avec un certain confort et une certaine économie de temps, tant pour le formateur que j'étais que pour les étudiants. J'étais très content de suivre un cours très construit, avec en plus un bouquin qui accompagnait. Les limites, c'est qu'évidemment,
s'il s'agit de former des futurs enseignants, la majorité de mon public est fait de futurs enseignants, ce n'est pas une formation liée à des pratiques, c'est une formation sur des concepts, sur des savoirs théoriques, et qui risque de peu influer directement sur les pratiques d'enseignement, si ce n'est pas repris autrement ailleurs. Et donc les conditions d'efficacité, je pense que c'est important de se lire, si on est tous amenés à faire ce genre de formation, et les points d'attention du coup pour les formateurs, c'est que je crois que ce genre de formation exige qu'on n'aille pas trop vite, qu'on prenne le temps. Là, je rejoins la réflexion sur Rosa tout à l'heure. Décélérons, même quand nous partageons des concepts théoriques. Attention à aussi illustrer beaucoup par des plans, des schémas, des diaporamas, des photos, des podcasts, la concrétude, le concret des exemples, le transfert, l'importance du retour sur les productions des étudiants, leur donner un retour précis sur ce qu'ils ont fait comme travail de recherche, etc. Bon, voilà, ça c'est le premier modèle. Deuxième exemple, deuxième cas, c'est les formations qui sont centrées cette fois-ci sur des résultats de recherche relatifs aux pratiques des enseignants et ou des élèves. Alors, l'exemple trop récent, que je suis encore amené à vivre cette année, puisque je fais une formation le mois prochain là-dessus à Montpellier, c'est les formations sur les résultats du projet Gary, qui est un projet qui m'a mobilisé. Alors, on a commencé ce travail en 2014, donc ça fait déjà un petit temps, qui a été publié l'année passée sous la forme du livre dont vous avez la couverture, qui est un travail d'équipe. Hein. On a fait ça, on était une bonne dizaine de collègues français, suisses, québécois, belges, à avoir produit ce travail. Donc, la table des matières que je vous donnais, c'est à la fois la table des matières de la formation et c'est pratiquement celle du livre. Donner une formation là-dessus, ça suppose de présenter quelle était la recherche, quelle était la question de recherche, c'était s'interroger sur les pratiques des élèves et des enseignants à propos de la lecture d'un texte littéraire, une nouvelle de Romain Gary en l'occurrence. Il y avait un cadre théorique, évidemment, qu'il faut expliciter, des choix méthodologiques sur combien de données on a travaillé, en l'occurrence 69 classes et près de 2000 élèves. Et puis on présente les résultats. Qu'est-ce qu'on a comme résultat sur l'évolution des compétences des élèves? Je vous passe le détail. Qu'est-ce qu'on a comme résultat sur l'évolution des pratiques d'enseignement? Et qu'est-ce qu'on a aussi comme résultat sur les relations d'influence réciproque entre, enfin en tout cas de corrélation plutôt, je me méfierais du mot influence, qui donne l'impression d'un déterminisme, les corrélations qu'on a pu constater entre ce que font les élèves et ce que font les enseignants quand ils lisent le même texte littéraire. Et avec évidemment aussi une comparaison internationale. Je ne vais pas vous présenter la recherche ici, je pourrais en parler pendant 2 heures si vous le souhaitez, ça me ferait grand plaisir, mais ce n'est pas l'objet. En tout cas, voilà typiquement une formation pour laquelle il y a une demande, il y a des gens tout à fait légitimes qui souhaitent 2 minutes. Ok, d'accord, c'est pas ce que j'ai sur ma route, mais c'est pas grave. Alors, donc, les enjeux de ce type de formation, c'est que c'est des formations plus longues, enfin pas plus longues que la précédente, mais ça peut aller jusqu'à 6 heures, illustrées par des données à la fois quanti et quali. L'intérêt, c'est que c'est ancré dans les pratiques proches de celles des enseignants, puisque ça parle des classes. À nouveau, on est dans une structure qui est relativement préconstruite, puisque la table des matières est déjà là, donc on a un certain confort, un certain gain de temps. Le risque, c'est qu'il y a tellement de choses intéressantes qui sont produites dans ce type de recherche qu'on pourra avoir une certaine saturation des formés face au nombre d'informations. Il y a aussi une complexité du transfert. Ce n'est pas parce qu'on sait ce que font d'autres enseignants qu'on va forcément pouvoir le transférer. Donc, les conditions d'efficacité de ce type de formation, ce serait de limiter les informations en sélectionnant celles qui paraissent le plus ciblées sur le niveau d'intervention des formés, et de toujours aussi veiller à valider l'expertise déjà là des enseignants, ne pas croire que parce qu'on a découvert des choses sur l'article, et non plus qu'à les exécuter, donc partir aussi, terminer par des pistes d'action concrètes. Alors, le troisième type de formation, je ne vais peut-être pas les développer, je vais juste les présenter brièvement pour que vous voyez la typologie, que vous avez vos conclusions. Le troisième type de formation, ce sont celles qui visent à présenter et à faire vivre des dispositifs ou des outils fondés sur des recherches. Donc c'est tout autre chose, maintenant c'est des outils. Alors, entre là-dedans les formations sur la lecture littéraire, je l'ai toute une série pendant plus de 25 ans, voilà, qui était axée sur le contenu du livre que plusieurs d'entre vous connaissent peut-être. Je ne vais pas ici vous détailler, vous connaissez peut-être ce livre. En tout cas, c'était toute la réflexion sur la notion de lecture littéraire et les dispositifs qui permettent de la faire vivre dans les classes. Donc ça, c'était l'objet d'une formation. Hop là, excusez-moi, je ne suis pas habitué à cette souris hyper sensible. Voilà. Deuxième exemple de formation qui était basée sur des outils toutes différentes, celle-là, c'était la formation Lire, écrire pour apprendre. Je n'étais qu'un des membres de cette recherche, mais qui part quand même fortement soutenu, qui a eu lieu il y a une dizaine d'années.
visait à développer un outil, former les étudiants, les enseignants un outil centré sur la lecture et l'écriture de textes documentaires. Et on avait distingué deux types de publics parmi les participants. Les uns qui recevaient une véritable formation à l'outil avec un travail précis de formation en plusieurs jours, et un autre groupe qu'on accompagnait en plus de la formation sur le terrain. On allait dans les classes pour répondre aux questions, proposer des étayages, etc. Donc vous voyez, ça a permis de contraster aussi du point de vue de la recherche, de voir est-ce que le groupe qui avait seulement reçu la formation mettait mieux en place, entre guillemets, l'outil d'une façon qui était plus efficace pour les élèves que celui qui avait été accompagné. Le résultat surprenant, ça a été qu'en fait, ceux qui avaient été accompagnés n'avaient pas nécessairement des résultats meilleurs. Voilà. Comme quoi un enseignant, quand il est autonome, peut parfois faire des choses encore plus intéressantes. Je vous passe le détail du contenu. Ce type de formation a comme particularité de travailler vraiment sur le développement de compétences des apprenants au départ d'outils. C'est un travail qui va beaucoup reposer sur le sentiment d'innovation, d'émancipation, et aussi du travail d'équipe, parce qu'on essaie toujours de faire en sorte que viennent les enseignants par équipe d'école, donc de façon à pouvoir faire bouger un peu du collectif et pas seulement du collectif. Avec en plus, dans le cas de la deuxième recherche que je viens d'évoquer, il y avait des expérimentations contrôlées, dont on mesurait les effets sur le terrain auprès des élèves, donc on accompagnait aussi certains participants en étalant, vous l'avez compris, la formation sur l'année. Il n'empêche que ça reste un dispositif qui est plus vertical qu'horizontal, qui est quand même, qui mobilise dans la durée des équipes. Donc ça prend du temps, c'est très très exigeant et coûteux. Oui, on va passer de nous. Je me trompe, j'ai ma montre. Sauf si je. Non, je dois couper maintenant. Ah oui, d'accord. Alors, je révoque simplement la quatrième, écoutez, la cinquième, ça va aller encore plus vite. Le quatrième modèle de formation, c'est les communautés pratiques. Ça, c'est quelque chose aussi dans lequel je suis encore engagé malgré la retraite pour le moment. Ce sont surtout des communautés pratiques qui visent à partager et expérimenter des dispositifs avec des équipes de profs, de formateurs et de chercheurs. Voilà. C'est quelque chose que nous faisons dans notre petite équipe du service français depuis 2021. Ça a déjà donné lieu à 3 publications. L'objectif, c'est de rassembler des gens qui viennent d'horizons différents, de niveaux scolaires différents. Et il n'y a pas un formateur qui dit ce qu'il faut faire, mais à tour de rôle, nous sommes formateurs. À tour de rôle, les participants jouent le rôle de formateur pour les autres à la séance suivante. Chaque séance dure 3 heures et chaque séance est co-animée par 2 ou 3 des membres du groupe qui ne sont pas forcément des gens qui se connaissent au départ, donc ils sont amenés à collaborer, à s'approprier certains outils de recherche et à les présenter pour les mettre en discussion avec les autres chercheurs. Ça débouche sur un travail d'intelligence collective, de discussion très horizontale, extrêmement fécond. La prochaine étape, la prochaine réunion de ce type de communauté que nous sommes en train de vivre cette année sur l'écriture aura lieu la semaine prochaine. Vous voyez, je suis complètement dedans. Et voilà, ça me semble avoir des effets extrêmement intéressants. En plus, on a le plaisir de produire à chaque fois un petit texte, un petit ouvrage, une petite brochure qui est largement diffusée par le réseau d'enseignement catholique chez nous et qui touche des centaines d'enseignants. Ça prend du temps, évidemment. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, puisque déboucher sur de l'écrit, c'est pas de la formation, on reste simplement assis dans son fauteuil. Et puis la dernière, là, c'est les formations, les formations à la recherche. Les formations à la recherche, voilà, c'est par exemple, je suppose que d'autres étudiants font ce genre de choses. En formation initiale, nous devons préparer les étudiants à pouvoir faire une petite recherche qui peut déboucher sur un mémoire de master en didactique. Et donc c'est tout un travail, voilà, vous voyez, on va échanger la présentation, travailler sur les types de méthodologie, travailler sur des exemples qu'on leur présente, et on leur demande de s'approprier des publications qui ont été faites, donc lire 2 articles chacun, et les présenter selon les catégories de classement des recherches qu'on a mises au point collectivement avec les groupes. Et donc il y a tout un jeu de va-et-vient entre un travail plus déductif, plus inductif. Ça s'étale sur 2 journées, mais c'est suivi d'un travail de production d'articles que l'étudiant doit réaliser. C'est une expérience qui me paraît particulièrement féconde en termes d'intégration de savoir nouveau et d'évolution des pratiques. Mais ça demande un travail considérable de la part du formateur qui doit accompagner chacun des étudiants. Et donc c'est des heures et des heures de lecture, de dialogue, de retour. Voilà, j'en arrive aux conclusions. Vous avez compris qu'il y a une diversité de relations entre recherche et formation. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être exhaustif, je ne le serai donc pas, mais je signalais qu'il y a d'autres types de formations dont je n'ai pas parlé ici. Je n'ai pas parlé des conceptions continues d'outils dans l'usage de Roland Guamont, qui sont des types de formations extrêmement intéressants. Je n'ai pas parlé des recherches design, on parle de Classe Schneider, qui sont des types de recherches aussi où on parle des problèmes formulés
met sur le terrain pour construire des outils. Je ne crois pas qu'il faille, vous l'avez compris, hiérarchiser. La preuve, c'est